Le Café Vanout vous aide à savourer chaque moment. Comme un matin tranquille. Prendrais-tu un café? Une fin de semaine corsée. Prendrais-tu un café? Une soirée veloutée. Prendrais-tu un café? Ou un après-midi de rafraîchissement décadent. Prendrais-tu un autre café glacé? Un goût riche et savoureux vous attend avec Vanout. Vivre la saveur. Nous sommes le mardi 6 mai. Voici à la une. Bonjour, bon mardi, bienvenue à l'émission. Mathieu Bellumeur au microphone. J'espère que vous allez bien. Merci d'être des nôtres pour commencer cette journée donc du mardi 6 mai. Évidemment, ce qui va marquer la journée, et on a commencé à en parler depuis hier, c'est cette rencontre à la Maison-Blanche entre le président américain Donald Trump et le premier ministre canadien Mark Carney. Oui, voilà, son nom m'échappait pendant quelques secondes. Il est arrivé dans la capitale américaine hier en fin de journée et c'est un peu plus tard ce matin que la rencontre va se faire. Il y a beaucoup d'enjeux. De quoi il sera question? Déjà plusieurs réactions, anticipation à cette rencontre. Jean-Philippe Robillard sera des nôtres un peu plus tard pour nous parler justement de ce à quoi on s'attend, ce qu'on devra ou devrait surveiller au cours de cette rencontre. Sinon, tout de suite en studio avec moi, il y a mon collègue Vincent Maisonneuve qui est là. Bonjour Vincent. Bonjour Mathieu. On va se parler d'une nouvelle qui est sortie à notre heure de l'Est, en fin de journée, début de soirée hier. La première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, qui pourrait organiser un référendum en 2026. Juste avant la rencontre entre Mark Carney et Donald Trump, elle lance un caillou dans la mare en disant il y a beaucoup d'Albertains qui sont très frustrés par le résultat des élections, qui sont contre le statu quo si ça ne change pas et qu'ils veulent avoir un référendum sur la séparation parce qu'elle dit que le mouvement prend de l'ampleur. Eh bien, il y en aura un. Elle dit que son gouvernement ne déclenchera pas de référendum sur la séparation de l'Alberta, mais si au terme des discussions avec le nouveau gouvernement fédéral, ça ne va pas au goût des Albertains et que les Albertains le souhaitent, elle ira de l'avant en 2026. Alors, OK. On va en reparler tout à l'heure. C'est oui. assez intéressant comme déclaration. Une façon de faire sa liste d'épicerie qui est assez particulière. Ça vient mettre en tout cas une certaine pression sur le gouvernement fédéral dans les échanges avec effectivement la première ministre albertaine. On va y revenir. On va vous faire entendre les propos de Danielle Smith également. Je me tourne vers Olivier Pellerin qui vient d'entrer en studio. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, c'est parti pour cette série entre les Maple Leafs de Toronto et les Panthers de la Floride. Et le premier match est allé aux Leafs. Oui, aux Maple Leafs de Toronto, une victoire de 5-4 hier, alors que William Nylander s'est imposé en première période déjà avec 2 buts dès le premier 20 pour mettre les Maple Leafs de l'avant. Ça s'est maintenu tout au long de cette rencontre malgré la pression des Panthers de la Floride et surtout le jeu physique qui aura marqué le match d'hier. Anthony Stolarz, le gardien numéro 1 des Maple Leafs de Toronto, qui a quitté en cours de match après avoir reçu un coup à la tête de Sam Bennett. Ça a mis le feu aux poudres. Je dirais que c'est ce qui a retenu l'attention d'ailleurs en conférence de presse d'après-match. Il y a Craig Berube, l'entraîneur-chef des Maple Leafs de Toronto, pour qui il semble très clair que c'était un coup de coude à la tête. Donc, j'espère que la Ligue nationale se penchera sur le dossier et qu'il y aura sentence liée à ce coup. Et donc, peut-être que ça teintera l'allure du deuxième match de cette série. Est-ce qu'on avait besoin de ce genre de coup pour mettre le feu aux poudres dans une série face aux Panthers de la Floride? Peut-être pas, mais quand même, ça a certainement piqué au vif les Maple Leafs de Toronto qui, ultimement, sont allés chercher cette première victoire, une première victoire importante, on le sait, contre un adversaire qui a beaucoup d'expérience. Je le rappelle, champion en titre de la Coupe Stanley. Sinon, ce soir, il y aura 2 matchs à l'horaire dans la Ligue nationale de hockey. Dans l'Est, ce premier match entre les Capitals de Washington, tombeurs du Canadien de Montréal au premier tour, et les Hurricanes de la Caroline. Ça, c'est à 19h et à 21h30. Les Oilers d'Edmonton affronteront les Golden Knights de Vegas pour leur tout premier duel de deuxième tour. Donc, on aura certainement un compte-rendu à se donner demain pour ces premiers matchs. La semaine passée, les joueurs et l'équipe d'entraîneurs du Canadien de Montréal faisaient
faisait le bilan de la saison. Hier, c'était la haute direction. C'était Kent Hughes, le directeur général de l'équipe, et le vice-président des opérations hockey, Jeff Gorton, qui se sont présentés tout sourire devant les caméras, probablement inspirés par cette saison inespérée du Canadien de Montréal. Un bilan, somme toute, assez positif pour ce qui est du travail des joueurs. Il n'y a pas vraiment, des orientations qui ont filtré les deux dirigeants qui souhaitent maintenir ce processus de reconstruction de l'équipe en ne sacrifiant pas trop la jeunesse. On va essayer de trouver cet équilibre entre l'expérience de certains joueurs, de certains vétérans, ce qu'ils peuvent amener dans le vestiaire avec la jeunesse, la fougue des nouveaux joueurs qui s'amènent avec l'équipe. Il y a un point important, par contre, qui a été relevé au cours de cette conférence de presse, c'est l'excellence des entraîneurs. Parce que dans la Ligue américaine, avec le club école, Pascal Vincent a été nommé entraîneur de l'année dans la Ligue américaine, et Martin Saint-Louis qui est en lice pour remporter le trophée Jack Adams remis au meilleur entraîneur de l'année dans la LNH. Et ça a enthousiasmé Kent Hughes, qui a parlé d'ailleurs du job assez difficile à Montréal pour l'entraîneur-chef. On l'écoute. Il y a certaines choses qu'on peut discuter aujourd'hui, puis il y a certainement d'autres qu'on ne peut pas discuter parce que c'est pas comme on veut annoncer aux 31 autres équipes exactement qu'est-ce qu'on aimerait faire. Mais c'est sûr que on veut ajouter de talent encore. Puis on doit déterminer à quel point on ajoute l'expérience, puis à quel point on prend l'expérience. Donc, ce sera le défi, les chantiers pour cette entre-saison du Canadien de Montréal. Il y aura entre autres le repêchage qui approche à grands pas, mais aussi le marché des joueurs autonomes là, qui sera peut-être très important pour le Canadien de Montréal et surtout pour le futur du Canadien. Merci beaucoup, Olivier. Un plaisir. Bonne journée. Véronique Méran est là à la météo. Bonjour, Véronique. Bonjour, Mathieu. Avant de faire le tour des prévisions de la météo, on s'est demandé la semaine passée, lorsqu'il y a eu cet orage violent, entre autres, Outaouais, Montérégie, Laurentides, Lanaudière, s'il y avait une tornade. Et il y a eu des évaluations et finalement, il y en a eu une. Pas à Montréal comme tel, mais au nord. Exactement, dans la Naudière. Alors, ça a été confirmé hier après-midi. On avait dit que c'était le Northern Tornado Project qui, du côté de l'Ontario qui enquêtait là-dessus. Alors, tornade de force F1 avec des vents de 165 km/h. Où ça? Saint-Zénon, dans la Naudière. Ah bon? Donc, une tornade quand même là, qui est assez puissante. D'ailleurs, c'est la plus puissante au Canada jusqu'à maintenant. La saison est jeune. Et en avril, c'est plutôt rare. Là. Ça faisait presque 30 ans qu'on n'avait pas vu une tornade au Québec au mois d'avril. Alors, confirmation hier après-midi, ça a été annoncé sur les réseaux sociaux d'Environnement Canada, Saint-Zénon dans la Naudière. Bon, pas question de tornade aujourd'hui, mais il commence à y avoir des possibilités d'orage dans l'air, par exemple, parce qu'on a un petit peu d'humidité, on a des températures. Hier, il a fait 24 à Montréal. Et là, malgré les averses, ça grimpera entre 20 et 23 degrés aujourd'hui. Alors, on a un peu de chaleur, un peu d'humidité, beaucoup d'instabilité aussi. Zone d'averses qui devrait cesser vers midi. Cet après-midi, on aura des éclaircies et on ajoutera un risque d'orage en après-midi, fin de journée, début de soirée. Demain, c'est un peu le même principe. Quelques petites averses tôt le matin. Ensuite, il y a des éclaircies et on ramène le risque d'orage en fin de journée, début de soirée. Une vingtaine de millimètres au total sur 48 heures. Là, c'est ce qu'on aura comme quantité de pluie. Les températures seront près de la barre des 20 degrés demain, mais attention, ça va redescendre derrière ce système-là. Jeudi, grisaille et temps frais, 10-12 degrés. Pas plus. Du côté de l'Abitibi, on n'aura pas énormément de précipitations, mais quand même quelques averses qui s'installeront ce matin. Le maximum, c'est 16 vers le Saguenay, le lac Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent. Ça va s'ennuager. Les averses commenceront tranquillement cet après-midi. 18-19 degrés aujourd'hui. On profite encore d'une belle journée en Gaspésie. Sur la Côte-Nord aussi, ennuagement cet après-midi. 20 pour la Gaspésie, 13 pour la Côte-Nord. En territoire ontarien, plutôt beau vers Thunder Bay. Sudbury, on est sous les averses, autour de 17-20 degrés sur le nord de l'Ontario. C'est du 16-18 pour Toronto, Windsor. Averses, quelques orages possibles cet après-midi. Même chose pour Ottawa, les averses cessent ce matin, mais le risque d'orage perdure en après-midi. Le maximum, c'est 23. Dans l'ouest, c'est plutôt calme. Beau temps dans les prairies. Température de 19 à 21 degrés et 20 à 25 pour la région de Vancouver. Le temps chaud se dessine dans les prairies. On ira frôler la trentaine de degrés en fin de semaine. Mon Dieu, c'est l'été. Sur le sud du Manitoba, effectivement. Merci beaucoup. Bonne journée.
Alors, Mark Carney rencontre aujourd'hui Donald Trump à la Maison-Blanche. Jean-Philippe Robillard, je le disais au début de l'émission, sera avec nous un peu plus tard. Et donc, quelques heures finalement avant cette rencontre, voilà qu'il y a eu une sortie assez fracassante de la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, qui est venue parler publiquement de cette frustration des Albertains de voir un 4e mandat libéral consécutif, bien que ce mandat soit minoritaire. Ce que dit essentiellement la première ministre albertaine, c'est que ça alimente cette réélection libérale, un sentiment, un mouvement indépendantiste albertain qui n'est plus si marginal que ça, en tout cas à ses dires. Elle s'engage même, Vincent, donc à tenir un référendum sur la question si les Albertains le demandent là, via une pétition. Voilà. Tout ça dans une vidéo enregistrée, déclaration finalement d'à peu près 18 minutes dans laquelle elle a longuement parlé de ses frustrations des Albertains, frustration de voir des politiciens, dit-elle, qui vivent à des milliers de kilomètres freiner le développement économique de l'Alberta. Ça, on l'entend souvent depuis très longtemps. Mais là, elle parle de des lois anti-pipeline du gouvernement fédéral, comme C-69. Elle parle de la taxe carbone, des règlements, de la bureaucratie compliquée qui font fuir des centaines de millions d'investissements dans l'énergie, l'agriculture. Bref, cette frustration qui alimente, selon Danielle Smith, ce mouvement qui souhaite la séparation de l'Alberta. Now let's talk about the elephant in the room, that being separation. We are well aware that there is a large and growing number of Albertans that have lost hope in Alberta having a free and prosperous future as a part of Canada. Donc, il y a un éléphant dans la pièce, dit-elle. C'est un mouvement séparatiste alimenté par la frustration des Albertains et il ne s'agit pas d'un mouvement marginal qu'il est possible d'ignorer. Voilà ce qu'elle dit, essentiellement. Et elle, personnellement, Vincent, elle se dit en faveur d'un Canada uni. Oui. Donc, elle n'est pas pour la séparation là, de l'Alberta du reste du Canada, mais il va devoir y avoir des changements. Et c'est là qu'entre la liste d'épicerie de Mme Smith, elle a quelques points sur lesquels elle veut des changements. Bref, d'abord, un corridor d'accès aux installations portuaires, que ce soit au Pacifique et en Atlantique, pour exporter le pétrole, les richesses de l'Alberta. Allègement de la réglementation pour ouvrir les portes aux investissements dans le secteur de l'énergie. L'autonomie de la province sur la gestion de ses ressources. Changement de la péréquation pour que l'Alberta arrête. Parce que l'Alberta, dit-elle, est prête à aider les petites provinces, mais l'Alberta ne veut plus verser des sommes qui profitent, par exemple, au Québec. Ça, pour elle, c'est clair. Pour ce qui est d'un référendum, Danielle Smith dit que son gouvernement n'a pas l'intention d'en déclencher un et qu'elle a l'intention de négocier de bonne foi avec Mark Carney. Elle dit même qu'elle a de l'espoir qu'il y a des changements qui sont possibles avec l'élection de ce nouveau premier ministre, parce que Mark Carney a parlé de cette idée de créer une superpuissance énergétique au Canada. Mais si, après tout cela, les Albertains jugent que la solution, c'est la séparation, que le mouvement reçoit assez de signatures et d'appui, la question de la séparation de l'Alberta sera soumise à un référendum en 2026. There are hundreds of thousands of Albertans that probably feel a lot like I do, that are deeply frustrated with the way our province has been mistreated and damaged. Les Albertains sont frustrés, dit-elle, blessés de la façon dont ils ont été traités par Ottawa et le statu quo est inadmissible. Est-ce qu'il s'agit d'un bluff? Un levier de négociation avec Mark Carney? On va écouter Frédéric Boily, qui est professeur à l'Université de l'Alberta. Chose certaine, Danielle Smith met beaucoup de pression sur le nouveau gouvernement libéral. On ne lui laisse pas le temps de souffler d'une certaine façon ou de se mettre en place. Donc, avant même que Mark Carney ne rencontre officiellement Donald Trump, on met déjà sur la table ce qui est fondamental du point de vue du gouvernement de Danielle Smith. Donc voilà, un caillou dans la mare juste avant que Mark Carney ne rencontre le président américain plus tard aujourd'hui. Merci beaucoup, Vincent. Je vous en prie. Je retrouve ma collègue Marie-Jeanne Dubreuil à Ottawa pour la revue de presse. Bonjour Marie-Jeanne. Bonjour Mathieu. Alors, on ne peut pas passer à côté de cette rencontre, évidemment, à venir entre messieurs Carney et Trump. C'est un peu partout dans les quotidiens ce matin, avec raison. Absolument. Là. Nommez-moi un grand média au pays et je peux presque vous assurer que la rencontre Carney-Trump se retrouvera quelque part en une. Là. Je me suis amusée, Mathieu, à comparer avec des grands médias aux États-Unis, le New York Times, le Washington Post, le Wall Street Journal. Et c'est un tout autre son de cloche. On parle davantage du conclave qui doit commencer au Vatican la nuit prochaine que de la rencontre entre les deux hommes politiques.
Donc, on peut comprendre qu'il y a un État pour qui c'est plus important qu'un l'autre. Pour revenir à la rencontre qui est cruciale, du moins du point de vue canadien, le Globe and Mail nous rappelle que le premier ministre Carney doit rencontrer le président pour discuter d'un accord économique et sur la sécurité, mais que des voix l'avertissent de faire attention là, à ce que les dossiers ne se mélangent pas. On comprend aussi que Mark Carney a reçu un bon brefage là, en vue de cette rencontre. Le Journal de Montréal nous dresse une liste de choses à surveiller dans cette rencontre, notamment la poignée de main qu'il y aura entre les deux hommes politiques. On se souvient que le prédécesseur de Mark Carney, Justin Trudeau, s'était pratiqué avant de serrer la main de Donald Trump pour la première fois. Poignée de main assez caractéristique pour le président américain. Mais si la pression est élevée pour M. Carney, le Toronto Star titre que les attentes sont basses, que des experts affirment qu'il serait improbable que les tarifs soient complètement levés. Bref, j'en dis pas plus parce que Jean-Philippe sera avec vous pour faire le point, là, mais sachez que si vous voulez poursuivre votre lecture après son segment, vous aurez le choix ce matin. Il est question également dans les journaux de ce matin du témoignage de la victime alléguée d'un viol collectif par d'anciens joueurs de l'équipe canadienne junior de hockey. Le procès est en cours en Ontario. Oui, témoignage qui se poursuit depuis quelques jours maintenant et qui va se poursuivre là, aujourd'hui en contre-interrogatoire. J'entrerai pas dans les détails parce que c'est assez lourd comme sujet, mais c'est une lecture qui est importante et qui est présente dans plusieurs grands médias ce matin, le Toronto Star, le Globe and Mail notamment, en français également. Et c'est un énorme changement de ton par rapport à cette vidéo filmée qui avait été présentée lors du procès il y a quelques jours. Là. Vidéo qui avait été filmée après les faits, dans laquelle la plaignante disait que tout avait été consenti. Là, dans son témoignage hier, elle a raconté s'être sentie inconfortable, vulnérable, effrayée lors des faits. Donc, lecture difficile mais importante ce matin. En une, Journal de Montréal, toujours dans le dossier judiciaire, on apprend que l'un des cerveaux informatiques de l'ex-ministre Éric Kerr est un fraudeur maintenant détenu aux États-Unis. Son mandat, à l'époque, était d'accompagner le gouvernement du Québec pour mettre en place la transformation numérique du Québec, là, rien de moins grâce à des logiciels libres. Et finalement, il a été congédié, là, l'informaticien Yann Ouellette. Il est parti avec des secrets. Il a miné le déploiement de l'application qui devait permettre aux Québécois de faire des transactions là, avec l'État sur le téléphone. Donc, et ça a demandé des millions de dollars dépensés par Québec. Projet qui est maintenant mis sur la glace, à lire du côté du Journal de Montréal ce matin. Québec qui veut se tailler une place dans l'industrie militaire. Oui, une autre industrie. Cette fois-ci, c'est une priorité de Christine Fréchette, la ministre de l'Économie, qui veut que Québec se taille une place dans cette industrie. Il y a un marché pour ça dans le contexte actuel, là, avec l'OTAN qui demande au Canada d'investir davantage dans ses forces militaires. Un professeur, là, un expert là-dedans qui dit aussi qu'il bénéficierait, le gouvernement du Québec, à investir là-dedans. Donc, définitivement, une avenue intéressante pour le gouvernement du Québec. Notamment, on peut penser à la cybersécurité, on pense à l'armée, là, on pense à des chars d'assaut, à des fusils, mais il y a également tout l'aspect guerre numérique. Là, donc, le Québec qui pourrait investir davantage en cybersécurité, comme il y a une expertise de ce côté-là. Et je termine, Mathieu, avec la une de la presse. Vos auditeurs de Montréal devraient être heureux d'apprendre cette nouvelle. Le chantier de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, finalement, va être lancé dès cette année. Le gouvernement du Québec qui a cédé à la pression. Il va relancer aussi le gouvernement les travaux à l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca, donc un autre hôpital qui était considéré comme vétus et où va se tenir une élection partielle d'ici septembre. Tiens. Donc, à lire du côté de la presse, c'est en une ce matin. Oui, élection d'ailleurs où le chef du Parti conservateur va se présenter dans Arthabasca. Donc, effectivement, revirement assez majeur dans le dossier de Maisonneuve-Rosemont. Merci Marie-Jeanne. Bonne journée. Donc, Mark Carney, on en parle depuis le début de l'émission, est arrivé à Washington. C'est vers 11h30 qu'il doit rencontrer le président américain. Premier, donc, face-à-face entre les deux hommes depuis l'élection de Mark Carney. C'est une rencontre qui pourrait avoir un impact significatif pour la suite de cette relation et des négociations entre le Canada et les États-Unis. Jean-Philippe Robillard est avec nous. Alors, on le dit, c'est quand même un premier test pour Mark Carney, cette fameuse rencontre devant le foyer dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Oui, Mathieu, parce que c'est beaucoup pour ça qu'il a été élu
élu Mark Carney premier ministre pour tenir tête à Donald Trump, pour négocier avec lui. Le premier ministre Carney qui va bien sûr aborder aujourd'hui la question des tarifs douaniers qui ont un impact important, on le sait, sur l'économie canadienne. Il va tenter de faire reculer le président américain. Il va aussi discuter de l'entente commerciale avec les États-Unis, entente que Mark Carney souhaite revoir. Mais le moment fort de cette visite, vous en avez parlé tantôt, ça sera en fin d'avant-midi à 11h30 aujourd'hui, quand Mark Carney va se retrouver dans le fond, dans le bureau ovale, assis à côté de Donald Trump, devant le feu de foyer. Oui. Alors, c'est vraiment là qu'il pourrait y avoir des malaises, des moments embarrassants, qu'il y a des risques de dérapage, parce qu'on le sait, le président américain est assez imprévisible. Et la question qui sera la plus délicate pour Mark Carney, ce sera l'annexion du Canada, la création d'un 51e État. Le président américain, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, en a de nouveau parlé. On se souvient tous d'ailleurs de ce qui est arrivé au président ukrainien, Volodymyr Zelensky, même si, il faut le mentionner, là, le contexte est différent cette fois-ci. Mais Mark Carney, Mathieu, qui s'est sûrement préparé à tous les scénarios possibles avec son équipe. Et quand les journalistes, hier, ont demandé à Donald Trump ses attentes en prévision de la rencontre d'aujourd'hui, voici ce qu'il a dit. Alors, Donald Trump qui dit que Mark Carney veut le voir, mais qu'il ne sait pas de quoi ils vont parler, de quoi il veut parler. Le président américain qui pense que Mark Carney veut un accord. Le président américain qui dit que tout le monde veut un accord avec les États-Unis. Là. Bon, et il faut dire qu'il y a de grandes attentes, même si on ne s'attend pas évidemment à ce qu'après une seule rencontre, on ressorte avec tous les problèmes derrière nous. Là. Oui, parce que tout au long de la campagne, le chef libéral, Mark Carney, a répété qu'il avait tout ce qu'il faut, qu'il avait l'expérience nécessaire pour faire face à Donald Trump, qu'il avait les capacités pour gérer cette relation, tant sur le plan politique que commercial avec nos voisins du Sud. À ce sujet-là, on écoute l'ex-ambassadrice du Canada à l'ONU, Louise Blais, suivie du député conservateur Gérard Deltel. Et c'est aussi probablement la rencontre la plus cruciale historiquement entre le premier ministre et le président des États-Unis. M. Carney a fait campagne autour du fait que, selon lui, c'était le meilleur pour faire face à M. Trump. Alors, il aura l'occasion de le démontrer. Ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait des avancées pour les Canadiens. Alors donc, vous l'avez dit, c'est en fin d'avant-midi, autour de 11h30, dans le bureau ovale, là, qu'on aura un peu plus de détails. On a nos collègues, là, évidemment, qui sont là-bas et qui vont suivre ça pour nous. Là. Entre autres, on va reparler plus tard à Laurence Martin, qui accompagne le premier ministre dans nos radiojournaux du matin. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Bonne journée. Alors évidemment, ce sera la nouvelle du jour, cette rencontre Carney-Trump à Washington. Sinon, on va surveiller le dossier de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont dans la grande région de Montréal. C'est un hôpital important de toute façon pour l'ensemble du Québec. Il doit y avoir un point de presse ce matin des partis d'opposition, un point de presse transpartisan, c'est comme ça qu'il est présenté, au sujet de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, alors qu'on apprend dans la presse de ce matin que Québec a trouvé de l'argent pour aller de l'avant ou commencer les travaux de réfection de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Donc, ça va certainement retenir l'attention aujourd'hui. Sinon, la ministre provinciale, la ministre de l'Habitation du Québec, France-Hélène Duranceau, qui va présenter les mesures en place pour les ménages à la recherche d'un logement. Ça peut paraître loin, là, mais les déménagements du 1er juillet s'en viennent. Et donc, il y a toujours des gens, malheureusement, qui ne sont pas capables de se trouver un logement, étant donné les prix des loyers, la crise du logement. Mais la ministre doit annoncer des mesures pour aider ces gens-là. Voilà, entre autres, ce que l'on va surveiller. Vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes. Je vous retrouve dans les radiojournaux. Bonne journée. Le Café Vanout vous aide à savourer chaque moment. Comme un matin tranquille. Prendrais-tu un café? Une fin de semaine corsée. Prendrais-tu un café? Une soirée veloutée. Prendrais-tu un café? Ou un après-midi de rafraîchissement décadent. Prendrais-tu un autre café glacé? Un goût riche et savoureux vous attend avec Vanout. Vivre la saveur.